Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 40. Surtout, ne jamais s'énerver avec un Germain. Au printemps 375, Valentinien Ier quitte donc la Gaule pour la zone frontalière de Pannonie, quelque part entre la Serbie et la Hongrie moderne. Il laisse derrière lui Saint-Martin. Enfin, dans le cas où il ait déjà rencontré le nouvel évêque de Tours, ce qui est possible, mais pas sûr non plus. Oui, en gros, on n'en sait rien, quoi. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que ce ne sont pas des vacances qui l'attendent en Pannonie. Il n'y va pas pour faire une collection d'autocollants, mais bien pour massacrer du barbare. Business as usual, vous me direz, pour un empereur. Il n'y a que le nom des barbares qui change, et encore. En tout cas, un départ en grande pompe, avec une énorme armée sous ses ordres. Tout ça parce que l'empereur a décidé que la révolte des Quads sur le Danube nécessitait sa présence personnelle, et que les barbares du coin avaient besoin d'une bonne leçon qu'il allait se charger de leur donner. Avec l'aide de son général franc Mérobo, qui pourtant n'a pas de chanson à sa gloire comme un Rollon, alors qu'en fait, il va avoir un impact beaucoup plus important sur le cours des événements. Portons donc un peu d'attention à ce personnage méconnu dont l'histoire est sur le point de prendre un tour assez extraordinaire. Printemps 375, Valentinien met son armée en marche et laisse son fils aîné Gratien, âgé de 16 ans derrière lui, en Gaule pour surveiller la frontière du Rhin, avec les éternels ennemis de l'Empire, Alamans et Francs. Il laisse aussi derrière lui un certain nombre de dignitaires avec l'adolescent pour maintenir l'ordre et faire tourner la machine impériale en son absence. En particulier, son préfet du prétoire pour la Gaule et la Bretagne, un certain Maximinus, qui fait office de quasi numéro 2 du régime. Un homme qui détient le véritable pouvoir à ce moment-là et qu'apparemment, mais c'est bien normal, tout le monde déteste. Enfin, tout le monde. Surtout le reste des dignitaires qui suivent Valentinien sur le front de l'Est et qui jalousent cet homme. Une cour qui se regroupe autour de l'autre homme fort du régime, le préfet du prétoire pour l'Illyrie et l'Italie, un certain Probus, ennemi juré donc de son alter ego en Gaule. En 375, sans que ce soit inhabituel dans le monde romain, on trouve donc deux groupes antagonistes gravitant autour de l'empereur. Les pro-Maximinus, qui contrôlent l'Ouest et supervisent Gratien, et les anti-Maximinus, partis avec Valentinien et rassemblés sous les ordres de Probus. Deux groupes opposés que maintient l'empereur en place pour que personne ne prenne trop de pouvoir dans son empire. Selon l'adage bien connu, diviser pour régner. Car l'empereur ne dirige pas la partie ouest de l'empire tout seul en cette fin de IVe siècle. La machine impériale ne peut tourner que grâce à une grande quantité de fonctionnaires et en particulier ses préfets du prétoire qui chapeautent respectivement 2 ou 3 grandes régions et qui sont les hommes phares du régime. Une fonction publique critique dans l'empire, chargée de faire rentrer les impôts et de recruter toujours plus de soldats pour les armées de Valentinien. Car l'empereur, pour sa part, continue de passer le plus clair de son temps sur les frontières à massacrer du Germain et se rend donc en Pannonie en 375, dans ce but précis, secondé par Sébastien et Mérobo, ses deux généraux en chef. C'est vrai. Tu nous avais raconté les brillantes idées du gouverneur local qui, surprise, est le fils du préfet de Gaule, le méchant Maximinus. Un fiston qui débute en diplomatie en réussissant à créer une guerre générale en assassinant lâchement le roi des Quads, venu négocier avec Rome à l'automne 374. Une sombre connerie qui confirme l'influence grandissante du préfet de Gaule, mais qui exige maintenant que l'empereur se déplace en personne
avec son armée pour régler lui-même le problème. La guerre de 374 oppose donc Rome aux Quads et aux Sarmates, leurs alliés régionnaires du nord de la Serbie moderne. Les Quads donc, qui du haut de leurs 4 roues motrices ronflants, ont décidé de partir sur le sentier forestier de la guerre pour repousser l'envahisseur impérial. Oui, mais la culpabilité totale de Rome ne justifie pas que les Romains tentent une approche plus modérée pour régler la situation qu'ils viennent de créer eux-mêmes. Quiconque s'en prend à l'Empire, qu'il ait raison ou tort, doit plier le genou devant la puissance de la louve. En tout cas, si Rome a les moyens de l'imposer. Et c'est exactement le plan de Valentinien. Son projet ? Séparer ses ennemis en signant d'abord une paix séparée avec les Sarmates qui sont sommés de rester tranquilles sur leur territoire. Et puis, dès l'été 375, utiliser la manière forte grâce à la belle armée qu'il a fait venir le long du Danube pour mettre à genoux les Quads. Avec ses 2 généraux, il lance un mouvement en tenaille pour attaquer le pays des barbares un peu insolents qui refusent la pacification romaine. Concrètement, pendant que Mérobo et Sébastien attaquent le nord du pays Quad en fixant l'armée ennemie autour de la Slovaquie actuelle, Valentinien, lui, fonce vers le sud et franchit le Danube pas très loin de la ville future de Budapest, en Hongrie. Et là, avec les légions sous ses ordres, il déroule la tactique habituelle des Romains contre les barbares. C'est-à-dire tomber sur les populations par surprise et égorger sans distinction d'âge tous les civils qu'ils rencontrent. Une campagne de terreur massive censée briser le moral de l'ennemi et amener les chefs militaires Quads qui se battent au nord contre Mérobo et Sébastien à se rendre. Et le pire dans tout ça, c'est que cette tactique ignoble va se révéler parfaitement efficace. Privé de l'aide des Sarmates, face à une armée impériale hyper aguerrie, et subissant une campagne de destruction massive, les Quads, pour ne pas crever totalement, tombent les gaz et viennent se soumettre et demander la paix à Valentinien dans son QG, pas loin de Budapest, à l'automne 375. Et oui, je sais, ceci est complètement amoral. Et les Romains, avec leur beau code des lois et leur sens de l'honneur, ne font que démontrer une fois de plus que la loi du plus fort est la seule qui vaille. Vae victis. Ce que pense Mérobo à l'arrivée des nouveaux ambassadeurs Quads au quartier général de l'armée nous est inconnu. Il est, comme son collègue Sébastien, stationné avec ses propres troupes pour l'hiver, à quelques dizaines de kilomètres de là, et doit sans doute attendre avec impatience que l'empereur mette fin aux hostilités pour rentrer chez lui en Gaule. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'il soit pris de compassion pour les Quads au nom d'une solidarité interbarbare. C'est la loi de la guerre de l'époque, et personne ne se trouble pour les horreurs commises dans ce genre de conflit. Sinon, quelques huluberlus mal habillés, vivant aux portes des villes en Touraine ou ailleurs en Gaule, mais ne revenons pas là-dessus. La rencontre entre Quads et Valentiniens en novembre de cette année-là va aller vite, puisqu'il n'y a rien à négocier pour les Quads en fait. Pas d'autre option que d'accepter les termes des Romains, à savoir leur soumission complète et les réparations d'usage avec le recrutement de contingents armés pour Rome afin d'aller se battre dans l'Empire dans les autres conflits en cours ou à venir. Mais les chefs Quads insistent tout de même pour expliquer que toute cette violence est à la base de la faute des Romains. Et ils préviennent respectueusement Valentinien que par conséquent, ils ne peuvent pas garantir absolument que tous leurs hommes sans exception respecteront l'accord. Parce qu'apparemment, et c'est très bizarre à coup sûr pour les impériaux, certains guerriers Quads l'ont un peu mauvaise et pourraient désobéir au chef qui accepte de se coucher devant l'empereur. Alors, sur le papier, l'explication et la mise en garde semblent absolument raisonnables. Mais dans les faits, une telle insolence ne passe pas, mais alors pas du tout, avec un Valentinien qui commence à s'étrangler de colère en pleine audience impériale. Il part dans une rage incontrôlable devant sa cour, se met à hurler devant l'ignoble insolence des Quads, et il s'arrête net. D'un coup, devant les ambassadeurs interloqués, l'empereur stoppe ses hurlements et s'écroule devant eux. Valentinien Ier, 54 ans, empereur illyrien élu un peu à la surprise générale 11 ans plus tôt, fait un AVC en pleine audience devant les envoyés. Et malgré les soins des docteurs, qui vraisemblablement n'y connaissent strictement rien, l'empereur meurt en Hongrie quelques heures plus tard, à la mi-novembre 375. Et je suppose que personne ne lui avait dit qu'il fallait pas s'énerver comme ça, que ce n'était pas bon pour sa tension. Après, si on réfléchit, une attaque à 54 ans, ce n'est pas non plus une mort complètement improbable.
Pas plus en tout cas qu'une asphyxie au monoxyde de carbone comme Jovien ou un oubli de cuirasse comme Julien. Sacrés empereurs romains. Toujours à chercher des morts spectaculaires pour pas qu'on ne les oublie. Mais bon, en tout état de cause, la disparition d'un empereur n'est jamais anodine. Cela annonce un bon coup de Delta S. Oui, je veux bien sûr parler une nouvelle fois d'augmentation d'entropie. Car comme nous l'avons vu à de multiples reprises, c'est rarement une bonne nouvelle pour la stabilité de l'Empire. L'entourage de Valentinien doit prendre des décisions radicales et immédiates avec cette mort soudaine. Premier choix, garder le secret absolu pour éviter un mouvement de panique parmi les troupes, le temps de trouver une solution pérenne pour maintenir la continuité du pouvoir impérial. Ammien Marcellin mentionne explicitement les risques de troubles parmi les légions gauloises, mais c'est une ficelle classique que de rejeter les problèmes sur la sauvagerie des troupes, notamment si elles ont une forte connotation germanique, comme ça doit être le cas pour l'armée de Valentinien. Mais la stabilité de l'armée doit objectivement être un souci. Les légions pourraient se fragmenter si elles découvrent qu'elles n'ont plus de commandant suprême imposant une discipline commune et suivre le premier usurpateur venu. Les cas précédents de l'élection express de Jovien puis de Valentinien pour éviter la pagaille démontrent que le risque était considéré comme réel au IVe siècle. Et le problème, c'est que les deux seuls titulaires officiels de l'autorité, que sont les deux autres empereurs Gratien et Valence, sont aux abonnés absents. Gratien, le fils, qui est concerné en premier pour la partie ouest, est à des milliers de kilomètres, à Trèves, au nord de la Gaule du Nord, à gérer les barbares sur cette partie d'empire. Et Valens, le frère, c'est pire. Il est à Antioche, à la frontière entre la Syrie et la Turquie moderne. Autant dire des années-lumière en espace-temps de l'Antiquité. Les deux ne peuvent en aucune manière prendre rapidement le contrôle de la situation. Donc, la mort de Valentinien devient immédiatement un secret d'État. Et deuxième décision encore plus stupéfiante entérinée dans la foulée par les dignitaires, chapeautés par le préfet du prétoire, Probus, on décide de faire venir sur le champ Mérobeau au quartier général pour les aider à régler le problème. Rien que ça. Un messager part donc immédiatement alors que Valentinien vient à peine de rendre l'âme pour ramener le général Franc, stationné avec ses troupes à quelques kilomètres de là pour la saison hivernale. Ok, cela est tout à fait compréhensible pour le secret. En général, une grande armée romaine sans un contrôle ferme sous l'autorité d'un chef reconnu, c'est la recette parfaite pour la fête du Sublicagulum. Il y a toujours un Isnogoud un peu ambitieux qui trouve le moyen de mettre le lupanar pour essayer d'occuper la place laissée vacante. Tout le monde doit assez bien se souvenir des guerres civiles et des usurpations des 20 dernières années pour ne pas avoir envie de revivre ça. Mais pourquoi Mérobeau ? Que peut-il y faire exactement ? Explique-nous un peu la logique. Mérobeau est un militaire et un franc tout simplement. La cour veut sans doute trouver et vendre une solution acceptable par l'armée et aux aristocrates de l'Empire pour contrer toute tentative possible d'usurpation. Et en l'absence d'un successeur clair et incontestable à portée de main, il n'y a qu'un chef militaire connu et respecté de la troupe qui puisse jouer ce rôle de médiateur avec l'armée. Une armée elle-même remplie d'éléments germaniques qui n'ont sans aucun doute aucune confiance dans le moindre fonctionnaire civil de la cour de Valentinien et tout ce qu'il pourrait bien essayer de leur raconter. Or, Mérobeau a probablement ce crédit nécessaire avec les légions, où il sert depuis des années. Un homme distingué dès l'expédition dans Mésopotamie sous Julien 12 ans plus tôt, où il a été choisi pour mener le convoi funéraire, ce qui dénote de son aura personnelle avant même d'atteindre le sommet de la hiérarchie. Autre avantage, c'est un franc d'empire. Un officier supérieur d'accord, mais pas un romain pur jus, pas un dignitaire illyrien ou hispanique avec un long pédigré familial qui pourrait se faire des idées. Et ça, c'est tout bénéfice, pour ne pas se créer un nouveau problème à la cour. Car à ce stade, être barbare d'empire semble être devenu assez disqualifiant pour tenter une usurpation. Sans doute parce que les riches et les puissants citoyens de l'Empire à l'ouest ne l'accepteront pas, et que les chefs barbares l'ont bien compris eux aussi. Apparemment, les exemples précédents malheureux de Sylvain et de Magnence, eux-mêmes seulement à moitié barbares, ont servi de leçon à tout le monde. En 375, le plan d'un empereur franc ne fait plus rêver personne à l'ouest. Si les dignitaires font appel à Mérobeau, c'est que probablement être un officier supérieur barbare connu pour sa loyauté est un atout dans ce moment critique. Son autorité de chef d'armée est super utile.
sans être menaçante, tout simplement. Et que toute cette histoire lui semble incongrue ou pas, Mérobo ne va pas hésiter. Dès qu'il reçoit le message, il semble que le franc comprenne directement les enjeux. Et sans discuter, il rentre dans la combine pour échafauder une solution au problème valentinien. Le gars, il est prêt dans sa tête. Il passe en mode agile, et en plus, il ne semble pas être du genre à avoir trop d'état d'âme. Dès qu'il a le message, Mérobo part illico, rejoindre la cour impériale, en baratinant ses propres troupes à propos d'une mission urgente pour Valentinien, histoire de ne pas éveiller les soupçons. Et dans la foulée, il fabrique une soi-disant directive de la part de l'empereur pour donner ordre à son collègue, le général d'armée Sébastien, de partir immédiatement de son côté au loin, pour une autre mission. Sébastien, qui ne se doute de rien d'ailleurs, s'exécute sans broncher. Mérobo se débarrasse ainsi d'un rival compétent, romain pour le coup, et très aimé des troupes lui aussi, qui aurait bien pu faire un concurrent dangereux, et offre ainsi un temps extrêmement précieux à Probus et aux autres dignitaires pour concocter une solution. Et notre homme ne va pas décevoir, car s'il n'est pas en position de prendre le pouvoir, il est extrêmement malin, et il a de la suite dans les idées. Ni une ni deux, Mérobo s'entend avec les dignitaires de la cour, le préfet du prétoire Probus, le reste des officiels, ainsi que le propre beau-frère de Valentinien, le frère de sa nouvelle femme, la belle Justine. Et oui, Justine, pour mettre en place la seule solution possible. Et cette solution s'appelle le nouveau Valentinien. Car Valentinien Ier n'a pas que Gratien comme enfant, l'adolescent en charge de la Gaule. Non, l'empereur défunt a eu d'autres enfants depuis son remariage avec la belle Justine, et notamment son petit garçon de 4 ans seulement, l'autre Valentinien. Les deux clans, les dignitaires derrière Probus et la famille derrière Justine, qui peut-être n'en formait qu'un à la base, vont donc se réunir dans un partenariat improbable, avec Mérobo comme intermédiaire, pour donner vie à une mascarade spectaculaire. 6 jours après la crise cardiaque, le petit Valentinien est ramené avec sa mère de sa résidence au camp romain sur le Danube fin novembre 375. Et sous l'autorité de Mérobo, on annonce la mort de Valentinien à l'armée stationnée à Budapest, suivie de la proclamation instantanée de son fils comme nouvel empereur, sous le nom pas très original de Valentinien II. Un nouveau dirigeant impérial qui, bien que contrôlé à 100% par sa maman, maintient officiellement en place tous les dignitaires de la cour et fait de Mérobo le nouveau bras droit militaire du régime. Ouais, c'est complètement dingue cette histoire. Comment est-ce même possible? Alors, je comprends bien que la cour décide de faire appel à Mérobo, car il peut contrôler l'armée. Et il n'a apparemment pas d'ambition personnelle délirante, ou tout du moins pas forcément envie d'être en front office. Et donc, il va s'imposer comme l'homme de la situation pour gérer la transition d'accord. Mais c'est quand même un coup d'état, bordel. Comment on peut le laisser faire ça? Ils disent quoi, Gratien et Valens? Alors oui, c'est effectivement la bonne question pour laquelle il n'y a pas de réponse bien claire. Sinon que parfois, plus c'est gros et plus ça passe. Car, aussi improbable que cela puisse sembler, après les innombrables usurpations contre les Constantiniens et les Valentiniens qui ont toutes mal fini depuis 70 ans, après le massacre en règle de toute sa propre famille par Constance II pour s'assurer la paix, la nomination totalement hors norme de Valentinien va passer. Assez facilement apparemment. Alors, c'est là qu'il faut mener un peu l'enquête pour décrypter cette histoire. Première raison décrite par certains auteurs antiques, Gratien aime tellement son petit frère qu'il décide de ne pas s'opposer à son accession au trône. Selon Ammien Marcellin notamment, il n'en ressent même pas de dépit, tout généreux et amical qu'il est, et accepte sans broncher l'élévation de Valentinien II sur le trône. Peut-être. Une belle version donnée par l'auteur, mais qui semble un peu douteuse honnêtement. D'abord, Gratien ne devait pas connaître spécialement le petit Valentinien. Avec leurs différences d'âge, leurs belles familles respectives, comme leur vie à distance l'un de l'autre à des milliers de kilomètres, on voit assez mal quel lien ils auraient pu former. Et puis surtout, toute l'histoire romaine montre qu'entre demi-frères issus de 2 clans familiaux distincts, ça finit souvent dans le sang. En réalité, rien ne semble indiquer que Gratien était si enchanté que ça d'une telle prise de pouvoir. Et les historiens, qui ont poussé plus loin les analyses, notamment grâce à la numismatique et à l'étude des décrets, ont démontré qu'il a fallu plusieurs mois à Gratien, comme au grand tonton Valence,
pour que les deux empereurs acceptent officiellement le petit Valentinien II à leur côté. Alors, pour quelles raisons ont-ils décidé finalement de faire une telle fleur à Valentinien et de le laisser sur le trône? Le plus logique reste le pragmatisme des deux autres empereurs. Pragmatisme sur lequel Mérobo et les autres ont joué et gagné. En 375, à la mort de Valentinien Ier, la vérité, c'est que tout le monde est bien trop occupé ou pas assez puissant pour venir défier une armée de Pannonie gigantesque et bien prise en main par l'entourage de Valentinien II, à commencer par le franc Mérobo. Valence, devenu tout à coup l'Auguste Seigneur, aurait des raisons de ne pas accepter qu'on ait pris une telle décision sans se concerter avec lui. Mais il est dans les problèmes jusqu'au cou avec les Sassanides et les Goths. Pas envie de s'embêter avec cette partie de l'Empire qui n'est même pas la sienne. Et Gratien, lui, a peut-être plus de raisons d'être fâché, puisque l'Ouest est sa partie d'Empire. Mais la même situation s'impose à lui. Maintenir l'ordre sur le Rhin demande déjà toute son attention, alors s'embarquer dans une guerre civile en plus. Et puis, après tout, c'est encore un jeune homme de 16 ans, pas un souverain surpuissant capable d'imposer sa volonté facilement. Et on l'a dit, il n'est pas du tout vu comme un militaire dans l'armée, ou même un chef incontestable, puisqu'une grosse partie de son pouvoir reste aux mains de l'autre chef du prétoire, Maximinus. A-t-il les tripes et l'autorité pour déclencher une guerre civile contre une armée vraisemblablement plus forte que la sienne? Probablement pas. Donc soyons réalistes, le coup d'état de Mérobo et de son équipe fonctionne sur l'incapacité des deux autres empereurs à réagir. Ils ont juste réussi à s'organiser rapidement et en secret pour montrer les dents en prenant le contrôle de la grosse armée du Danube et ainsi forcer la main des deux autres pouvoirs impériaux en les mettant devant le fait accompli. Je te trouve un peu cynique dans ton interprétation. D'autant que dans les faits, Gratien va se révéler, au fil des années, être un vrai frère pour le petit Valentinien II, en garantissant sa sécurité d'abord, puis en s'occupant de son éducation. Mais au final, le plan va marcher. Péniblement, après quelques mois, la paix s'impose, et Gratien comme Valens acceptent Valentinien comme co-empereur. On pourrait dire que tout est bien qui finit bien. Sauf qu'il y a un truc bizarre. Le nouvel empereur Valentinien II ne va pas du tout régner. Ni lui, ni sa famille d'ailleurs. En quelques mois, tout le pouvoir à l'ouest va se reconsolider entre les mains de Gratien. Valentinien, encore trop jeune, va garder sa tête et son titre officiel. Mais tout le monde s'arrange pour mettre le petit empereur au placard et remettre les clés de l'Empire à son demi-frère. Et du coup, je suis un peu paumé. C'est quoi la raison véritable de toute cette affaire dans ces conditions? Pourquoi Mérobo et les autres se sont donnés tous mal pour finalement retourner bosser pour Gratien? Alors, première explication, la prise du pouvoir du clan de Justine a un but défensif. Un clan familial puissant bien sûr, une des familles les plus nobles de l'Empire, qui embarque avec lui les dignitaires derrière Probus, le préfet du prétoire et ennemi juré du préfet Maximinus à l'ouest. Une famille qui déciderait de monter au créneau en propulsant le gamin Valentinien II à la tête de l'armée pour ne pas se faire éradiquer elle-même. Car soyons sincères, cette famille-là avait toutes les raisons de croire que Gratien voudrait tous les éliminer le plus vite possible en tant que menace pour son propre pouvoir. Ce serait le mode opératoire classique en cas de changement de régime. Le nouveau leader faisant disparaître toutes les branches capables de venir le menacer, comme Constance II l'a si bien fait en 337 avec tous ses cousins. Est-ce que c'est simplement l'instinct de survie qui a poussé Justine et son clan à s'entendre avec les dignitaires derrière Probus et à mobiliser l'armée pour se défendre, en donnant un rôle clé à Mérobo? C'est possible. Et ça expliquerait assez bien la mise en place de tout ce schéma, sans vocation offensive, mais avec pour seul but de négocier avec l'Ouest des garanties de sécurité et éviter de se faire massacrer. Mais il y a aussi une deuxième explication possible, celle de la prise de pouvoir des amis de Gratien. En gros, les dignitaires fidèles à Valentinien, voulant respecter ses vœux, regroupés derrière Probus, installent une solution de transition pour garantir un passage de pouvoir tranquille vers l'empereur de l'Ouest. L'idée, c'est que cette armée n'aurait pas accepté, avec le choc de la mort de l'empereur, d'être nominalement mis sous les ordres d'un adolescent si peu crédible et même pas présent à ce stade. Mérobo et les autres auraient créé la mascarade de l'élévation de Valentinien II pour calmer tout le monde, en gardant le contrôle de l'armée en son nom et en se donnant le temps, en quelques mois, d'organiser la transition dans le calme du pouvoir vers Gratien.
Le parti de Probus aurait pris sous son aile la famille de Justine en garantissant leur sécurité en échange de l'utilisation de Valentinien II pour masquer leurs manœuvres. Car en 375, le crédit militaire de l'adolescent Gratien est tout sauf impressionnant. Et il ne faut jamais oublier que l'Empire romain est une dictature militaire avant tout. C'est d'ailleurs assez raccord avec l'explication de départ, d'éviter que l'Empire ne parte en spirale avec une armée inquiète d'un manque perçu de leadership à la mort du premier Valentinien. Ce qui accrédite l'excuse commode que Mérobo a peut-être pu sortir à Gratien après le coup d'État, qu'il faisait ça juste pour rendre service. Même si ça sonne bizarre, voire carrément louche. Mérobo et les autres auraient pris le pouvoir via Valentinien, non pas pour le menacer, mais pour lui éviter qu'un véritable ennemi, sans liens familiaux, puisse prendre le contrôle de l'armée et venir la battre pour de bon. Mais en l'occurrence, aussi bizarre que cela puisse sonner, la bienveillance future que Gratien va manifester à Mérobo rend cette hypothèse pas si stupide que ça. Et pourquoi pas, aurais-je envie de dire. Donc finalement, tu prêtes des intentions assez nobles à Mérobo. Soit de défendre Baby Valentinien et sa maman, soit d'aider l'ado Gratien à prendre le contrôle en douceur de l'Empire, au moment où il risque de se fragmenter. Mais était-il si sympa et bienveillant que ça, Mérobo, à ton avis? Difficile de dire évidemment, et n'oublions pas que cette période de transition post-valentinienne est sévèrement embrouillée et difficile à interpréter. Mais oui, au final, Mérobo et sa bande vont volontairement ou non réussir à organiser une transition calme du pouvoir vers Gratien en sauvegardant la vie du petit Valentinien et de sa famille, de nobles objectifs qu'on aurait pu croire irréconciliables en novembre 375, pas loin de Budapest. Sauf qu'il y a une autre hypothèse qui mérite d'être évoquée, une autre lecture moins noble des événements, mais qui n'est sûrement pas à exclure. Car derrière ce coup d'État, on a aussi probablement des règlements de compte entre groupes rivaux à la cour. Il est bien possible que Mérobo et sa bande aient simplement déclenché un bras de fer avec Gratien et son entourage pour négocier la répartition équitable du pouvoir sans en arriver à la guerre civile. En prenant le contrôle de l'armée du Danube via Valentinien II, les dignitaires du parti anti-Maximinus ont pu négocier avec son demi-frère le retour progressif à l'unité, mais en obtenant d'abord des garanties. Des assurances de la part du nouveau régime pour que la consolidation du pouvoir ne leur soit pas défavorable comme ils pouvaient le craindre pour eux tout bêtement. Parce qu'avec un adolescent si faible côté ouest, dominé par les anciens conseillers de son père, tous derrière Maximinus, Probus et les autres se sont dit qu'ils avaient tout à perdre s'ils ne négociaient pas au préalable leur survie en discutant avec deux gros atouts dans la main, l'armée et le nouvel empereur. Une théorie possible qui fonctionne, mais improuvable tellement la succession de Valentinien Ier est embrouillée. Mais le résultat est incontestable par contre. Quelques mois après la proclamation de Valentinien II, la recomposition du pouvoir à l'ouest de l'Empire va s'effectuer en douceur sous l'autorité grandissante d'un Gratien, prenant peu à peu de l'assurance. Un nouvel empereur solo à l'ouest qui nomme peu à peu ses propres hommes en remplacement progressif de tous les anciens dignitaires de son père, mais avec des solutions assez différentes pour les différentes factions. La majorité des hommes du parti pro-Probus, les hommes derrière le coup d'État de Valentinien II, sauvent leur tête. Les plus éminents quittant simplement leur poste pour retrouver la vie civile et en particulier les chefs. Une fin digne et calme qui est suffisamment rare pendant les changements de régime pour être notée. La famille du petit Valentinien et le petit empereur lui-même vont pour leur part pouvoir tranquillement et confortablement s'installer à Milan, vivant un exil doré garanti par le nouvel homme fort à l'ouest. Que ce résultat ait été l'objectif principal ou un simple moyen de garantir la paix, ce clan-là a lui aussi fini sans trop de pouvoir, mais en vie, ce qui était loin d'être garanti à la base. Quant au parti du méchant Maximinus, il va mal finir pour sa part. Le jeune prince Gratien décidant par contre de se débarrasser de toute cette clique, et qui, dans les faits, gouvernait un peu trop à sa place. Maximinus finit donc exécuté brutalement avec les principaux sbires, laissant le champ libre à une prise de pouvoir effective de Gratien et de ses hommes. Sans pouvoir tirer de conclusion définitive de cette purge complexe et vaste, l'Empire de l'Ouest se stabilise fin 376, avec un changement des hommes de la génération précédente qui laisse place à une nouvelle. Au revoir les Probus, les Maximinus et les autres. Enfin,
presque tous disparaissent en fait, car un nom demeure. Un homme qui, quel que soit le scénario réel qui a présidé au changement bizarre de régime entre Valentinien Ier, Valentinien II et Gratien, a réussi à s'attirer l'amitié de presque tout le monde, que ce soit Justine, Probus ou même Gratien, et va sortir comme le grand vainqueur de cet étrange méli-mélo romain qu'il a d'une manière ou d'une autre piloté pour faire accoucher d'un nouveau régime. Un homme qui s'appelle Mérobo, chef d'armée loyal et barbare d'Empire, qui non seulement garde son rôle de chef d'armée, mais plus incroyable encore, comme symbole ultime des temps nouveaux est nommé consul de Rome aux côtés de Gratien en 377. Et voilà comment le conspirateur en chef, l'homme qui a sauvé la mise à Valentinien et à sa mère Justine, devient le collègue et mentor de l'empereur Gratien, qu'il a pourtant défié d'une manière incroyable un an plus tôt. Tous les autres dignitaires importants de l'Empire ont fini leur carrière à la charnière 376-377, pendant que lui devient de fait le numéro 2 du régime impérial. Mérobo, pour paraphraser un ministre de l'économie français, c'est la grande classe. Moi je voudrais que n'importe quel Français se dise « Putain, je suis français ». C'est la classe. Mérobo, un gros malin qui n'a pas fini de faire parler de lui dans l'Empire romain. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.